Alors, il est 17h30. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose que nous démarrions, même si je vois que les participants sont encore en train de se connecter. On se retrouve ce soir donc pour ce webinaire intitulé «Le pouvoir de se soigner en Côte d'Armor, réalité ou fiction?» qui est organisé par le collectif du Pacte du pouvoir de vivre des Côtes d'Armor. Donc vous êtes une cinquantaine d'inscrits ce soir. Nous sommes en direct et le webinaire est enregistré, pour pouvoir être vu en replay par ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous ce soir. Sachez que, vous pouvez interagir à tout moment, et poser vos questions en utilisant le petit module questions-réponses que vous devez voir en bas de votre fenêtre et on essaiera de, prendre, en compte vos questions en cours de route. Voilà pour les aspects pratiques avant qu'on démarre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots pour rappeler qui est le Pacte du pouvoir de vivre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif national qui a été créé, il y a 3 ans à l'occasion des Gilets jaunes. Au démarrage par 19 acteurs de la société civile, des associations, des syndicats, des fondations, des mutuelles, de divers horizons, mais avec un objectif commun qui était de porter ensemble des réponses aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques et démocratiques. L'idée était d'allier écologie, justice sociale et démocratie. Aujourd'hui, ce collectif d'acteurs a grossi. On compte 65 membres qui composent ce collectif, avec des déclinaisons locales sur les territoires. Et il y en a un justement dans le territoire des Côtes-d'Armor. Donc c'est lui qui est à l'origine de ce webinaire ce soir. Pour les prochaines élections présidentielles et législatives, le collectif du Pacte du pouvoir de vivre a émis 90 propositions pour un projet social, écologique et démocratique. Et à l'occasion de la nouvelle année, il y avait une petite vidéo qui avait été réalisée pour planter un peu le décor et poser des vœux aux candidats aux élections présidentielles. Je vous propose qu'on commence par regarder ce petit film de 2 minutes et puis ensuite on passera la parole à nos 3 intervenants. Candidate, candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes salariés, ouvriers, étudiants, postiers, demandeurs d'emploi, travailleurs sociaux, bénévoles, agriculteurs, retraités. En ce 31 décembre, jour des traditionnels vœux présidentiels, nous souhaitons nous aussi prendre la parole pour vous adresser nos vœux. Nous n'avons pas de bilan à présenter. Pas de promesses à faire, mais une volonté à exprimer. Que le débat change de nature, car nous attendons beaucoup des mois à venir. Nous attendons beaucoup de cette campagne qui intervient dans un moment décisif pour le climat et l'environnement, Pour la justice sociale et la démocratie. pour notre société tout entière. Malheureusement, nous le constatons tous les jours sur les réseaux sociaux. En écoutant la radio, en regardant la télé, en lisant les journaux. Le débat qui s'installe autour de l'élection présidentielle n'est pas à la hauteur. Les heures de temps de parole défilent. Mais les sujets qui nous concernent sont mal ou si peu abordés. Renforçant jour après jour un climat de tension, de repli et d'hostilité. Nos vies et notre avenir collectif valent bien mieux que cela. ce que nous souhaitons maintenant, c'est que le débat change radicalement. Nous voulons comprendre comment vous comptez faire pour lutter contre le changement climatique. En ne laissant personne de côté. Comment offrir un avenir plus juste et plus solidaire à nos enfants? Comment nous préserver des désordres climatiques? Comment garantir à toutes et tous des ressources et des logements dignes? Comment changer notre système économique pour qu'il soit viable et durable? Comment permettre l'accès à la santé Comment permettre l'accès à la santé et à une nourriture saine pour tous. Comment partager le pouvoir pour prendre les décisions qui nous concernent? Le pacte du pouvoir de vivre, portant de l'expérience de terrain de 64 organisations qui rassemblent et qui nous ressemblent, A uni ses forces pour formuler 90 propositions qui traitent simultanément les enjeux écologiques, Économique, Sociaux et démocratiques. Sachez vous inspirer de ce travail mené par la société civile. En 2022,
Offrez-nous un débat porteur d'espoir. Un débat démocratique digne de notre pays et de notre époque. Bonne année à toutes et à tous. Vive la justice sociale! Vive la transition écologique. Vive la démocratie. Vive la République. Vive la France! Voilà. Donc, le webinaire de ce soir devrait durer environ 1h30 et nous allons aborder la question de la santé et du soin. Alors que nous peinons à sortir de la crise sanitaire de la Covid-19 et que les élections présidentielles arrivent à grands pas, le sujet de la santé est au cœur de l'actualité. Il recouvre de nombreux enjeux et de multiples questions que nous allons tenter de traiter ce soir à travers l'exemple des Côtes-d'Armor. Comment se situe le département en termes d'accès aux soins? Y a-t-il suffisamment de médecins, généralistes, spécialistes? Quels constats fait-on et quelles solutions peuvent être envisagées? 3 grands témoins sont présents ce soir pour nous éclairer sur le sujet. Donc, bienvenue à Fabrice Casse, vice-président de la Mutualité française Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Benoît Le Gallio, qui est bénévole à ATD Carmonde dans les Côtes-d'Armor. Bonjour. Et Jean-Yves Quéré, qui est secrétaire général à l'Union territoriale des retraités de la CFDT des Côtes-d'Armor. Bonsoir. Bienvenue à tous les trois. Alors, dans un premier temps, c'est Fabrice Casse qui va prendre la parole pour nous présenter quelques éléments chiffrés sur le sujet de l'accès aux soins et notamment de la densité médicale en Bretagne, plus particulièrement dans les Côtes-d'Armor. Avant de rentrer dans le vif de cette présentation, Fabrice, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est la Mutualité française et ce que vous y faites? Alors, la Mutualité française, c'est une fédération nationale des mutuelles complémentaires santé de type 45. Donc, c'était les mutuelles qui sont créées généralement à la sortie du conflit de 39-45, au moment de la création de la sécurité sociale. Et donc, les mutuelles sont créées pour prendre en charge. Alors, elles étaient existantes avant, hein, c'était des confréries ou des mutuelles qui s'étaient déjà des compagnies de secours mutuelles qui s'étaient déjà créées, mais venaient là en complément du dispositif de sécurité sociale pour prendre en compte le ticket modérateur et donc éviter les restes à charge trop importants pour tout un chacun. Donc voilà le rôle de la Mutualité française, mais au-delà du soin et de la compensation, c'est un mouvement social hein, qui prend position aussi sur les grands thèmes de la citoyenneté, de la santé au niveau national. Donc, moi, je suis vice-président de la Mutualité française Bretagne. Et je m'occupe plus particulièrement de prévention santé. D'accord, merci pour cette présentation. Je vous propose qu'on regarde maintenant les éléments chiffrés que vous avez préparés en vue de ce webinaire. Je vous laisse la parole pour les commenter. Oui. Alors déjà, une petite image hein, qui illustre un petit peu la thématique de notre soirée. Donc, on voit que le village d'Hénin-Bien cherche un médecin et un dentiste. Donc, c'était le panneau d'entrée dans le village. Voilà, quelque chose qui est un peu étonnant quand on la voit. Donc, c'est sourcé sur Ouest France, qui a été publié le 10 janvier. Donc, la population costarmoricaine, c'est une population qui est plus âgée que le reste de la France, puisque 34% de la population a plus de 60 ans, contre 27% sur la totalité de la France. Donc, une population vieillissante, ça veut dire que c'est aussi une demande de soins plus importante, avec une densité médicale qui est disparate sur le territoire. La population costarmoricaine a un rythme de croissance plus faible que le reste de la Bretagne, puisque la Bretagne a un taux de croissance à plus de 3%, alors que les Côtes-d'Armor, c'est 0,6%, et que la France, c'est 2,2% en termes de rythme de croissance. Donc, à titre de comparaison, hein, nous, dans les Côtes-d'Armor, on a 6 582 habitants, hein, ce sont les chiffres de 2019, hein, et donc dans le 29, 915 000, dans le 35, 1 080 000, et dans le 56, 760 000.
Donc voilà les chiffres de notre département. Une population avec 52% de femmes et 48% d'hommes. Une densité à 87 habitants par kilomètre carré. Et ce qui est intéressant de regarder dans cette population costaro-américaine, c'est ce qu'on appelle les CSP, hein, c'est-à-dire les éléments autour de la vie professionnelle. Donc, on a une population agricole plus importante que dans d'autres départements, puisqu'on a 1,9% d'agriculteurs contre 0,7% en France. Une population d'artisans, commerçants qui est à peu près équivalente à la France, mais à 3,9 contre 3,5 en France. Beaucoup moins de cadres que dans d'autres que sur la France, puisqu'on a 5,5% de cadres contre 10,6% sur la totalité du territoire. En profession intermédiaire, 12,1 contre 12,7. Employés, 14,5 contre 14,2. Une population ouvrière plus importante, puisque 13,6% contre 10,9%. Et une population de retraités, là aussi plus importante, 35,8 contre 33,4%. Alors, tous ces chiffres pour vous dire que voilà, on a une population qui est quand même sur une population moins riche, moins favorisée que le reste de la population métropolitaine. On a aussi plus de 10% des plus de 75 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà. Voilà pour ces premiers éléments. Alors, les populations de la densité médicale, on voit que la densité médicale est inférieure par rapport au reste de la population, hein, puisqu'on a 140 médecins généralistes pour 100 000 habitants, contrairement au reste de la France qui a une moyenne nationale à 152. Donc, on a une population de généralistes qui est moins importante. Et par contre, on a aussi une population de généralistes plus âgée. La moitié ont plus de 55 ans et plus. Et pour vous donner un exemple, on va le voir tout à l'heure dans une petite encart, hein, ce week-end, sur tous les radios et les journaux, vous avez pu voir que le médecin de Plouaret nous quittait ses fonctions à l'âge de 73 ans. Il faut savoir qu'aussi à Uzel, on a un médecin qui a plus de 80 ans, qui continue son activité. Donc, c'est pour vous donner quelques éléments qui peuvent quand même interroger. Donc, le Conseil de l'ordre des médecins recense à peu près 461 médecins généralistes en activité et donc 47 qui ont plus de 65 ans. Donc, vous voyez que plus de 10% des médecins ont plus de 65 ans. Donc un risque de perte de médecins généralistes sur le territoire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate, c'est que alors que en Bretagne, il y a des gains en termes de généralistes, nous, on perd généralement dans le territoire, puisqu'on a perdu 45 médecins sur les dernières années. Voilà, donc, alors que les autres départements sont en progression. Donc, on a vraiment une particularité costaro-américaine sur la diminution des médecins généralistes. Est-ce que vous savez dire, peut-être si on peut rester 2 minutes sur cette slide-là, c'est des données intéressantes, est-ce que vous savez dire depuis quand est-ce que le département perd des médecins généralistes? Est-ce que c'est une tendance qui s'accélère? Est-ce qu'elle existe depuis longtemps? Alors, c'est une situation qui se dégrade depuis plusieurs années, hein, puisque entre 2010 et 2021, le nombre de médecins généralistes a chuté de 12,8% dans les Côtes-d'Armor, alors qu'elle a augmenté dans les autres départements bretons, comme je disais tout à l'heure. Et donc, en novembre 2020, à l'occasion d'un point sur la démographie médicale, les services du département indiquaient que sur une période de 5 ans, on relève sur la Bretagne une hausse de 183 médecins généralistes, alors que les Côtes-d'Armor, eux, ont perdu 45 médecins généralistes, comme je disais il y a quelques minutes. Donc voilà les éléments qui sont vraiment frappants sur les Côtes-d'Armor. Et est-ce qu'il y a certains secteurs géographiques qui sont plus ou moins touchés par ce manque de médecins? Est-ce que c'est concentré sur certains territoires?
Oui, alors on va dire qu'il y a la ligne de la nationale 12, hein, la RN12. C'est-à-dire que si vous êtes au nord de la RN12, vous avez plus de chances de trouver un médecin généraliste que si vous êtes au sud. Alors pour ôter ce trait qu'on donne souvent en termes de population, on va dire que de Paimpol en Ille-et-Vilaine, sur la partie littorale du territoire et donc au-dessus de la nationale, au nord de la nationale 12, c'est une population qui va arriver on va avoir une densité médicale à peu près correcte. Mais il faut le relativiser parce que ce n'est pas aussi clair que ça. Mais en tout cas, en termes de démographie, ça répond à nos besoins. Par contre, on a des points vraiment importants de risque, de perte de médecins. Et on voit d'ailleurs les appels dans la presse de communes qui cherchent des médecins, comme on a pu le voir à Énambien, les territoires de Loudéac, de Ploc-l'Hermitage, du Méné, Bron, Guingamp, Plouaret, je l'ai donné tout à l'heure pour exemple, qui sont des points, et pardon, on va dire le sud de la nationale 12, où là, il y a des risques plus importants. Mais au-delà de ça, on sait que même par exemple sur Saint-Brieuc, alors qu'il y a un nombre de médecins, on va dire à peu près correct, il y a quand même des difficultés parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent dans la ville et qui ont du mal à trouver un médecin généraliste parce que la patientèle est complète et que les médecins ne souhaitent pas compléter leur patientèle, de peur d'être surchargés. C'est un élément aussi là de changement aussi d'activité des médecins. Et donc, même sur des villes comme Paimpol, Saint-Brieuc ou au nord de la RN12, il peut y avoir des difficultés pour trouver un médecin traitant. Alors, je m'adresse maintenant à Jean-Yves Quéré. Donc, vous êtes secrétaire général de l'Union territoriale des retraités de la CFDT des Côtes-d'Armor. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment fonctionne votre structure dans le département et est-ce que vous partagez ces constats en matière d'accès à un médecin sur le département? D'accord. Alors, concernant l'Union territoriale CFDT, c'est une association, en fait, mais qui fait partie, évidemment, de la Confédération et de la CFDT, qui est en progression constante. Ça suit peut-être aussi la pyramide des âges dont on vient de nous parler. Elle regroupe les adhérents, alors ils viennent de tous les secteurs d'activité, effectivement, et c'est la richesse. Alors, on travaille bien sûr en coordination avec toutes les instances de la CFDT. On siège aussi dans les organismes dans lesquels on est mandaté. Par exemple, la représentativité, liée à la représentativité, elle est mesurée sur les résultats électoraux, tout simplement. Alors, les organismes, on la connaît, c'est la CARSAT, donc on aura l'occasion d'en reparler, l'URSSAF, la CAF, le CDCA aussi, qui est donc le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, dans laquelle on est vice-président. Et puis également, donc, on retrouve bien sûr cet échelon au niveau régional. Il faut aussi dire qu'il reste aussi la mutualité sociale agricole, qui est la seule qui aujourd'hui bénéficie d'élections. Les autres sont tous devenus des désignations sur la base de la représentativité. Donc, alors au niveau aussi des retraités, évidemment, on est représenté dans tout ce qui est les CIAS, par exemple, les centres sociaux intercommunaux, dans les CCAS, les EHPAD, dans les comités de la vie sociale, l'ARS aussi. Et puis, on structure tout cela, évidemment, au sein de commissions sociales. Et puis, c'est aussi rappeler que c'est un peu ce qui nous unit ce soir, c'est que c'est la cohésion sociale qui est un des enjeux majeurs et dans lequel on ne parle pas beaucoup durant, évidemment, la campagne qu'on a rappelé tout à l'heure. Et la cohésion sociale, un des enjeux majeurs, c'est évidemment l'accès aux soins, qui repose sur les piliers que sont la solidarité, l'égalité. Donc, c'est rendre effectif l'accès aux soins. Alors, les constats qu'on fait, c'est ce que vous me posiez aussi comme question, c'est il faut d'abord rappeler que le système aujourd'hui, il repose sur plusieurs structures, c'est-à-dire il y a le côté ambulatoire, soins dits de ville, c'est celui qui nous occupe là. Ensuite, il y a le sanitaire pour la prise en charge hospitalière, les médico-sociaux qui prend aussi les plus fragiles, les plus âgés, handicapés, etc. Alors là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il repose normalement sur la liberté de choix du médecin traitant. Le problème, c'est que cette liberté, aujourd'hui,
On vient d'en parler, hein. Et un spécialiste, par exemple, en accès direct ou un établissement de santé, on s'aperçoit beaucoup de ça dans le département, ce qui fait qu'on estime entre 10 et 15% des gens n'ont pas de médecin traitant, hein. Et on pense que donc c'est un frein et ce sont les plus vulnérables. Alors pour évidemment accéder aux soins, je vous laisse deviner la difficulté, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi donc tout le travail qui est fait aujourd'hui, dont on aperçoit quand même les limites, hein, qui sont gérées par les agences régionales de santé. On aura l'occasion d'en revenir, hein. Mais ce qu'il faut retenir quand même à ce stade-là, c'est que le non-accès aux médecins traitants, les gens n'ont plus que le choix d'aller dans des maisons médicales de garde quand elles existent, hein. Saint-Brieuc, par exemple, il y en a une. Mais ce ne sont pas des médecins traitants. Donc, il y a tous les surcoûts qui tombent sur les patients. Et l'autre problème, c'est que c'est à l'hôpital, hein. Il y a des chiffres assez intéressants, hein. On sait qu'on est passé, je crois que c'est en France, hein, de 10 millions de personnes qui allaient aux urgences à 21 millions. Donc, vous voyez ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il y a un vrai problème d'accès aux soins. Donc, il faut se retrouver que sans médecin traitant, il n'y a pas de franchise. Il y a des franchises, pardon, et le parcours de soins n'est pas assuré. Donc, finalement, on ne peut pas vraiment parler de parcours de soins dans ces conditions. Exactement. Il y a bel et bien rupture d'accès aux soins, quoi. C'est un besoin fondamental. Est-ce que dans ces conditions, les médecins arrivent de leur côté à se coordonner entre eux pour le suivi de leurs patients? Alors, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus compliqué. Ceux qui ont un médecin traitant suivent un parcours de soins, c'est-à-dire avec, si vous voulez, donc c'est le serpent de mer, en fait, ce parcours de soins, hein. On fait que les professionnels de santé d'un même territoire se parlent et travaillent, hein. Et puis, le parcours de la mise de soins coordonnée, pour chaque assuré social, normalement, il est assuré par le médecin traitant à sa caisse d'assurance maladie. Alors, il est devenu contrôleur de l'accès aux soins, le premier interlocuteur, en fait, hein. Et donc, aujourd'hui, si le patient ne respecte pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est moins bien remboursé par l'assurance maladie. Alors, il faut imaginer les populations vulnérables sans médecin traitant, hein. Donc, il y a une nécessité de plus en plus importante où les patients sortent encore plus vite de la Covid, que cette coordination se fasse. À l'échelle des territoires qui ne sont pas trop vastes, hein, c'est donc les fameuses communautés professionnelles territoriales de santé, hein, qui ont été instituées, hein, qui relèvent d'une telle logique, mais elles reposent sur le volontariat des professions de santé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'angles morts. Vous mentionniez le surcoût quand on n'a pas de médecin traitant. Fabrice Casse, est-ce que vous pouvez nous préciser combien ça coûte alors en plus quand on n'a pas de médecin traitant? Oui, tout simplement, sur une consultation de 25 € chez un médecin, si vous n'avez pas de médecin traitant, l'assurance maladie ne vous rembourse que sur la base des 30% du tarif de consultation, moins les 1 € de franchise, donc ce qui fait un remboursement de 6,50 € au lieu de 16,50 € si on a un médecin traitant. Donc, on voit que là, quand même, c'est 10 € de différence donc, pour les personnes qui sont en précarité, puisque le constat, il est là. C'est pour les personnes qui ont accès aux soins, c'est souvent les personnes qui sont plutôt favorisées. Pour les personnes en précarité, c'est souvent eux qui n'ont pas de médecin traitant et que donc, du coup, ils se retrouvent confrontés à des dépassements de frais, à des restes de charges importants, ce qui fait que ça entraîne souvent soit un renoncement aux soins, soit au recours aux urgences, d'où la saturation qu'a évoqué Jean-Yves tout à l'heure il y a quelques minutes. Donc voilà, c'est vraiment un élément important. Le médecin traitant, c'est vraiment la cheville. Voilà. Et là, on ne parle pas des complémentaires santé, puisque ensuite, il y a la prise en charge des complémentaires santé. Et si le médecin, il n'y a pas de médecin traitant, la complémentaire, souvent, en tout cas sur les formules de base, va prendre le ticket modérateur normal, c'est-à-dire qu'il va compenser à hauteur des 16,50, mais pas à 6,50. Donc, ça veut dire qu'il y aura un reste à charge important pour la personne si en plus, si elle n'a pas un médecin traitant. Alors, je ne vous parle pas des difficultés pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant et qui n'ont pas de complémentaire santé, parce que là, le reste à charge, il est énorme.
Merci pour ces précisions. Je vous propose qu'on regarde maintenant ce qu'il en est des médecins spécialistes. Je crois que vous avez préparé des éléments aussi chiffrés sur ce sujet-là. Alors, juste pour redonner les éléments sur les médecins généralistes, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt de la part du conseil départemental, justement, puisqu'il y a une vraie difficulté de recrutement dans le département. On voit qu'il y a une perte de médecins généralistes. Donc, le conseil départemental a construit un appel à manifestation d'intérêt, justement pour essayer de trouver des solutions et apporter des aides à l'installation de jeunes en permettant, par exemple, de faire des stages dans le département, les stages d'interne. Voilà. Donc ça, c'est une première solution qui a été apportée par le département pour essayer de remédier au phénomène qu'on connaît sur les médecins généralistes. Donc là, on vient de voir la photo du médecin généraliste de Plouaret qui a quitté ses fonctions tout dernièrement, je crois que c'était ce week-end, la photo, mais c'était le 10 février. Donc voilà les éléments, on l'a entendu d'ailleurs même sur les ondes nationales. Donc oui, les spécialistes, la densité des spécialistes, c'est un petit peu la même chose. On va se retrouver sur des éléments un peu équivalents, c'est-à-dire qu'on a moins 37% par rapport au national de médecins spécialistes pour 100 000 habitants. Donc c'est quand même un élément important et on va avoir des difficultés à trouver pour certaines spécialités des médecins spécialistes. Alors, on va avoir des difficultés, par exemple, sur un élément très important, les dermatologues. Il n'y a plus que 9… alors, attendez, je retrouve le chiffre exact sur les dermatologues. Voilà, je l'avais mis là. Oui, actuellement, il ne reste plus que 9 dermatologues, c'est bien ça, soit 1,5 spécialistes pour 100 000 habitants, alors que la densité en France, elle est de 4,1 pour 100 000 habitants. Vous voyez, les délais d'attente sont énormes. Donc, il ne faut pas avoir une urgence absolue en termes de dermatologie, puisque c'est pratiquement impossible d'avoir un rendez-vous. C'est pratiquement à plus de 6 mois pour certains dermatologues, d'autant plus qu'il y a quelquefois un refus de patientèle. C'est-à-dire qu'ils sont tellement surchargés de travail qu'ils ne prennent plus de nouveaux clients qui sont confrontés à des difficultés. On va avoir aussi, et ça c'est nationalement, il y a des difficultés autour de la gynécologie. Donc il y a actuellement dans le département 25 gynécologues. Alors, ce sont les chiffres qui sont donnés, datent de 2019, ils peuvent avoir évolué un petit peu depuis, soit 4,2 pour 100 000 habitants contre 7 à l'échelle nationale. Les cardiologues, 27 cardiologues, 4,5 contre 7,3 à l'échelle nationale. Les ophtalmos, 29, 4,8 contre 6,8 à l'échelle nationale. Et en ophtalmologie, c'est des vraies difficultés, puisque là, c'est des refus de clientèle. Et pratiquement sur le sud du département, il y a un ophtalmo à Loudéac et une à Saint-Nicolas-du-Pélem. Et c'est à peu près tout. Et ils ont des carnets de rendez-vous qui sont surchargés. C'est plus de 6 mois pour avoir un rendez-vous en cas de problème de vue et pour obtenir un rendez-vous. Et sur Saint-Brieuc, quand on est nouveau, quand on arrive sur le secteur de Saint-Brieuc, on a des vraies difficultés à avoir un rendez-vous chez un ophtalmo puisqu'il n'y a pas de prise de nouvelle clientèle. Donc, c'est une vraie difficulté pour obtenir un rendez-vous sur ces spécialités-là. Donc, voilà quelques exemples. Je confirme aussi les pédiatres, 2 pour 100 000 habitants contre 4 à l'échelle nationale. Est-ce qu'on sait dire pourquoi est-ce qu'on manque de médecins généralistes et spécialistes ? Alors, c'est difficile peut-être à expliquer, mais bon, on n'a pas d'hôpital universitaire, donc on est loin, on va dire, on est entre les hôpitaux universitaires, puisque entre Rennes et Brest, donc ça peut être une des explications, c'est la ruralité, le fait d'avoir des grosses patientèles qui fait que la journée de travail est importante. Et on sait que la profession, les jeunes sont plus exigeants en termes de qualité de vie au travail, ce qu'on peut comprendre, puisque la vie d'un médecin, c'est quand même
intense, donc en plus avec une responsabilité. On sait qu'il y a aussi du mal-être psychologique chez les médecins, à force de rencontrer des difficultés, la charge de travail. Donc, voilà quelques explications qui peuvent être données, mais on n'a pas d'éléments précis. En tout cas, il faut trouver des éléments. C'est pour ça qu'il y a eu l'appel à manifestation d'intérêt de la part du département. Alors là, donc vous mettez en évidence le manque en quantité de médecins spécialistes. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui freinent les costarmoricains pour aller consulter des médecins spécialistes? Oui, parce qu'il y a des dépassements d'honoraires. Sur certaines spécialités, par exemple l'urologie, il n'y a plus de spécialité à l'hôpital. Ce sont les cliniques, les hôpitaux, on va dire privés ou mutualistes, mais à l'hôpital de Saint-Brieuc, il n'y a pas d'urologue. Donc tous les traitements, donc on va vous prendre aux urgences, mais ensuite on va vous transférer vers les cliniques. Donc les dépassements d'honoraires, la difficulté à avoir certaines spécialités, même à l'hôpital. Donc c'est une vraie difficulté sur ces éléments-là. Donc même si on a des tarifs maîtrisés dans le département par rapport à la région parisienne ou au sud de la France, sur certaines spécialités, on peut avoir des vraies difficultés autour des dépassements d'honoraires. Merci pour ces précisions. Je vous propose qu'on passe peut-être aux éléments chiffrés sur le sujet de la santé mentale. Voilà, donc il y a un élément assez important autour de la santé mentale des jeunes, puisqu'on est un des départements où la surmortalité par suicide est plus importante. Alors, c'est un élément qui est plus important sur l'ensemble de la région. D'ailleurs, la Mutualité française Bretagne a été missionnée par l'ARS pour travailler sur des collectifs en termes d'animation de collectifs autour de la prévention de la crise suicidaire et de la souffrance psychique. Il y a d'ailleurs un groupe qui travaille, un collectif Misako, on les appelle comme ça, entre nous. Donc, ce collectif, il y en a un sur Saint-Brieuc, il y en a un aussi sur le centre Bretagne, l'Oudéac, et aussi et sur Pontivy. Il y a aussi un collectif sur la région Dinan-Saint-Malo. Donc voilà ces collectifs qui sont là pour justement essayer de faire des éléments de prévention, puisque ça, c'est un des éléments qui est pointé par l'ARS, c'est que les dispositifs de repérage précoce des troubles et de prise en charge à destination des enfants et des jeunes sont peu nombreux. Donc ça, c'est un des éléments. Donc les dispositifs Misako, c'est aussi un moyen de former les sentinelles. Donc les sentinelles sont des personnes qui sont formées pour repérer les souffrances psychiques et la crise suicidaire. Et puis maintenant, se développent aussi des formations au premier secours en santé mentale sur le territoire, qui sont d'ailleurs activées dans le cadre des semaines d'information santé mentale ou sur les CLSM, les comités locaux de santé mentale, donc qui peuvent apporter ces éléments de prévention. Mais au-delà, on sait que la Bretagne est une région qui est touchée par les addictions, avec des consommations importantes de produits stupéfiants, par exemple le cannabis, et surtout des consommations importantes d'alcool, avec des alcoolisations sévères. C'est particulièrement le cas dans les Côtes-d'Armor, puisque c'est un des départements les plus touchés par rapport à ces éléments autour de l'addiction à l'alcool, et plus particulièrement sur l'ouest du département d'ailleurs. Et donc, ce sont des éléments qui sont aggravants autour des crises suicidaires, donc sur Guingamp, Lannion, Centre-Bretagne, pour donner quelques exemples. Et donc, il y a aussi le manque de professionnels de santé fait que le repérage, la prévention peut moins se déployer, qu'on arrive à avoir des crises suicidaires plus importantes chez les jeunes que dans le reste de la France. La santé mentale des plus âgés, on va là aussi se retrouver confronté à une surmortalité par rapport au reste du territoire. Là aussi, les effets sont les consommations addictives et les consommations d'alcool.
la stigmatisation des troubles psychiques qui fait que les personnes se sentent coupables et recourent moins au parcours de santé, au parcours de vie. L'aide aux aidants qui est jugée insuffisante aussi sur le territoire, ce qui fait que des personnes qui sont aidantes peuvent se retrouver en difficulté, en burn-out, et qu'elles-mêmes souffrent et donc arrivent à avoir un acte suicidaire. Une offre inégale d'éducation thérapeutique du patient, un isolement des professionnels libéraux et des intervenants à domicile qui, en termes de coordination des soins, pour se connaître, voilà. Donc là, tout est là, d'où l'importance des dispositifs des semaines d'information santé mentale, en termes de coordination des acteurs sur le terrain, autour des comités locaux de santé mentale qui peuvent avoir une importance pour coordonner et permettre de se connaître. Voilà. Voilà les éléments autour de la santé mentale de nos anciens qui peuvent être une difficulté là aussi en termes de santé mentale. Alors là, on voit aussi qu'on a des difficultés en termes de nombre de lits, de places, et surtout en termes de professionnels, hein, puisque actuellement, il y a 4,5 psychiatres pour 100 000 habitants contre 9,8 sur le territoire, un pédopsychiatre pour 100 000 habitants, pour 100 000 enfants de 0 à 14 ans contre 5 en moyenne en Bretagne. Donc voilà, 3 centres médico-psychologiques pour 100 000 habitants, moins 40% par rapport au national. Donc là, des vraies difficultés d'accès aux soins en santé mentale. Donc ça va être l'importance là du coup de l'articulation, de la coordination améliorée, le rôle que peuvent avoir les comités locaux de santé mentale, les CLSM, les semaines d'information santé mentale, et au-delà, l'accès à une prise en charge en santé mentale au travail ou par l'accès à des soins en psychologie. Les mutuelles, par exemple, ont développé l'accès depuis 2021 à une prise en charge de 4 séances de psychologie à hauteur de 60 € pour chaque séance. Donc voilà, ça c'est des premières réponses qui peuvent être apportées, mais qui ne sont pas suffisantes sur notre territoire, en tout cas sur le territoire costarmoricain. Alors, merci pour ces précisions. Je me tourne maintenant vers Benoît Le Gallio. Donc, vous êtes bénévole chez ATD Carmonde. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous rappeler qui est ATD Carmonde, ce que vous faites et comment vous êtes organisé dans le département? Alors, le mouvement ATD Carmonde a été fondé en 1957 par Joseph Brzezinski. Joseph Brzezinski, il est à ATD ce que l'abbé Pierre est à Emmaüs, en gros. Alors, ATD Carmonde, le mouvement ATD Carmonde résulte de la vie qui a été menée dans des camps de relogement, des bidonvilles à Noisy-le-Grand. Et l'objectif d'ATD Carmonde reste le même, c'est-à-dire de lutter contre la misère et l'exclusion et d'éradiquer, et le mot éradiquer est un mot qui est très fort, la misère. ATD Carmonde, c'est environ 8000 adhérents qui sont unis pour lutter contre la grande pauvreté. Et il y a deux types d'adhérents. Il y a ce qu'on appelle les militants, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu ou vivent la grande pauvreté et qui s'engagent pour lutter contre celle-ci. Et puis, il y a ce qu'on appelle des alliés. Moi, je suis un allié qui accompagne les militants dans cette lutte. Et pour les actions que mène ATD, il y a deux grands types d'actions, hein, en résumé. Il y a une action qui consiste à accompagner les familles en agissant à partir du vécu de ces familles, en leur donnant la parole, ce qui est une caractéristique très forte d'ATD Carmonde, premier point. Puis le deuxième mode d'action, c'est agir au niveau politique pour l'obtention de lois sociales. Alors, il y a eu des sujets sur lesquels ATD a lutté, comme le revenu minimum d'insertion qui est devenu le revenu de solidarité active, la couverture maladie universelle, la loi DALO, et puis plus récemment, il y a eu la loi Territoire zéro chômeur qui permet d'employer des gens qui sont sans travail. Voilà en gros qui est ATD.
Après, Marie demandait là, ce qu'on faisait dans le département. ATD Carmonde, dans le département, c'est une équipe qu'on appelle un groupe local qui représente à peu près une quinzaine de personnes qui sont toutes des bénévoles. Et sur les Côtes-d'Armor, on mène 4 types d'actions, en gros. Des actions de réflexion avec des personnes qui sont essentiellement des gens dans la précarité avec des familles. Donc là, le type d'action qu'on mène, il y a par exemple ce qu'on appelle les universités populaires, c'est-à-dire on réunit les gens autour d'un thème, on les fait s'exprimer et on essaie d'en ressortir une pensée. Il y a l'accompagnement des familles, dont j'ai déjà parlé. Il y a des actions de partage du savoir, de la culture. ATD pense que la culture est un point très fort pour sortir les gens de la misère. Et le dernier type d'action, c'est des actions afin d'essayer de changer la société. Donc, dans les Côtes-d'Armor, il y a 2 sujets qu'on peut évoquer. La manifestation du 17 octobre, qui est la journée du refus de la misère, qu'on essaie tous les ans d'organiser avec d'autres. Et enfin, dans les Côtes-d'Armor, le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, que l'on essaye de mener à bien sur Saint-Brieuc et Ploufragan. Voilà. D'accord, merci pour cette présentation. Alors, on a partagé un certain nombre de constats depuis tout à l'heure sur l'accès à la santé pour le public, pour la population des Côtes-d'Armor. Quel constat faites-vous sur le public que vous côtoyez-vous, donc a priori plus précaire dans les Côtes-d'Armor, concernant son accès à la santé? Est-ce que c'est une problématique que vous voyez régulièrement revenir sur le tapis et que vous essayez de traiter? Est-ce qu'il y a des conditions pour favoriser l'accès à la santé du public précaire? Alors, ATD Carmonde n'est pas une association qui a des éléments suffisants pour porter un diagnostic, par exemple sur les Côtes-d'Armor ou ailleurs. Par contre, ATD Carmonde est un acteur de terrain qui accompagne des personnes et des familles. Et c'est à travers cet accompagnement des personnes et des familles qu'on a un avis sur leur santé, en quelque sorte. Alors, la conviction d'ATD Carmonde, c'est que pour bon nombre de sujets, dont la santé, mais pas que celui-ci, la réponse doit être globale et demande d'améliorer la vie quotidienne des personnes, c'est-à-dire notamment pour ce qui concerne la santé, les déterminants de celle-ci. Donc, je ne sais pas, je vais prendre 4-5 sujets. Il y a le premier, c'est l'alimentation. Lorsqu'on est pauvre, le quotidien est marqué par des difficultés d'accès à la nourriture. Ça existe. L'alimentation est un enjeu de santé publique et les militants d'ATD Carmonde mettent en évidence le rôle de l'alimentation pour se nourrir, mais également pour construire leur identité individuelle et positionner leur famille au niveau social. Le deuxième sujet, qui est en lien avec l'alimentation, c'est la qualité de la nourriture. Ce n'est pas le tout d'avoir une alimentation, mais encore faut-il avoir une alimentation qui protège la santé des personnes et celle de la planète. Donc la malnutrition est souvent liée à la pauvreté. Le troisième sujet dont je parlerai, c'est le logement. Les logements, leur taille, leur état, mais aussi les conditions qui sont liées autour du logement. Alors, par exemple, on a vécu ça avec le sujet des quartiers politiques de la ville et l'arasement des tours de Balzac, les expulsions, les relogements, les déménagements qui ne sont pas choisis, le nomadisme qui est subi et qui ont des conséquences derrière avec une certaine insécurité des personnes, la perte de repères et puis dans certains cas même l'éclatement des familles. Alors, bien sûr, il y a d'autres situations qui sont encore plus difficiles, et notamment les gens qui vivent dans la rue. Quatrième sujet, c'est le travail. Le travail est un élément très fort d'inclusion sociale, et les personnes qui bénéficient des aides publiques sont souvent vues comme des personnes qui se complaisent dans l'oisiveté, qui vivent grâce au travail des autres, c'est-à-dire sur lesquels on porte un regard qui est très, très dur. Donc, le projet Territoire zéro chômeur montre l'inverse, c'est-à-dire que la grande majorité des personnes qui rejoignent des projets Territoire zéro chômeur préfèrent travailler. Et il faut rappeler que le travail est un droit et que le travail est l'une des voies par lesquelles les personnes peuvent réaliser un potentiel et puis retrouver une vie digne dans la société.
Le cinquième sujet que j'évoquerai, c'est l'accès à la culture. L'accès à la culture, au savoir, à l'éducation sont essentiels pour toute personne et pour son équilibre. Et bien évidemment, dans l'accès à la culture, il y a la situation des enfants vis-à-vis des écoles. Donc l'accès des enfants à l'école est quelque chose de fondamental. Et parmi les familles pauvres, souvent les parents ont un souvenir difficile de l'école et qu'ils transmettent à leurs enfants. Donc c'est un sujet qui est complexe. Le sixième sujet que je pourrais évoquer, évidemment, c'est celui des revenus. Si vous vivez seul au RSA, vous avez 565 €. Si vous vivez avec un enfant, vous avez 848 €. Donc, le revenu étant un élément de base de la vie quotidienne, c'est pas facile de vivre avec des revenus si bas. Alors, je vais prendre l'exemple rapidement d'une personne qui est ATD et puis qui vient d'avoir un contrat d'insertion. Et en ayant un contrat d'insertion, elle disait « je gagne plein de thunes, c'est super, je peux vivre ». Donc il y avait derrière ça, derrière cette affirmation, elle retrouve une certaine paix et une certaine liberté par rapport à la vie de sa famille. Et puis un sixième sujet que j'évoquerai, ou un septième sujet que j'évoquerai, il y a dans la vie des personnes, de toute personne, il y a deux moments forts qui sont la naissance et la mort. Et le système de santé actuel est plus focalisé sur l'accueil de la vie et sa préservation que sur la mort. Et les personnes qui fréquentent ATD, au sein d'un groupe de réflexion autour de la santé, avaient fait ressortir ce sujet-là en disant qu'il fallait absolument lutter pour que les plus pauvres puissent enterrer dignement leur mort et que c'était un sujet qui, psychologiquement, avait un fort impact sur leur bien-être. Voilà. Merci pour ces précisions. En effet, là, vous venez d'expliquer qu'il y a finalement plein de déterminants pour accéder à la santé. Vous avez parlé de nutrition, de logement, de travail, etc. Mais on comprend bien à travers votre discours que c'est une conjonction de choses qui permettent de favoriser d'être en bonne santé. Est-ce que, pour revenir sur les éléments qu'on vient d'avoir sur la santé mentale, est-ce que le sujet de l'isolement peut aussi être un facteur pour contribuer à être en bonne santé dans le public que vous voyez, Benoît Le Gallio? Alors, oui, derrière l'isolement, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a celle du non-recours aux soins, là, qui a été évoquée par mes deux prédécesseurs. Là. On voit que les personnes qui sont isolées, qui sont pauvres, ont vraiment des difficultés à accéder aux soins. Et puis, les personnes qui sont isolées, alors, dans les familles que l'on rencontre, là, moi, je distinguerais deux types de personnes qui sont surtout isolées avec une difficulté d'accès aux soins. Il y a d'une part des femmes avec des enfants, mais qui gardent leurs enfants et dont les enfants leur donnent une certaine force. Et puis les hommes, pour le coup, qui sont beaucoup plus isolés parce qu'ils n'ont pas cette force donnée par leur famille et leurs enfants. Et pour certains, ça crée des grosses difficultés, notamment les addictions. Mais dans le panel de personnes qu'on voit, les hommes sont encore plus isolés que les femmes. Merci pour ces précisions. Alors, je crois qu'on arrive dans la partie qui suit aux solutions qui peuvent être proposées face à toutes ces lacunes et tous ces manques pour accéder à la santé dans les Côtes-d'Armor. Je crois que Fabrice Casse, vous avez prévu quelques éléments sur l'accès à la télémédecine, à la téléconsultation. Oui, alors on voit que la télémédecine a séduit peu les Côtes-d'Armoricains, puisqu'au moment avec le confinement, il y a eu beaucoup plus d'actes de télémédecine, mais ça a moins été le cas dans les Côtes-d'Armor, puisqu'il y a eu une augmentation de 137% pendant le confinement, alors que dans notre département, ça a été beaucoup moins. Et donc, il faut voir que, par exemple, sur le 35, c'était plus de 700%
Dans le 29, 976%. Dans le Morbihan, 1704% dans le 56 en plus, alors que nous, ça a été que de 137%. Donc, on voit que c'est encore une marge très importante qui s'explique un petit peu par les éléments que vient donner Benoît Le Gallio, c'est-à-dire qu'on a une population, et comme on a pu le constater tout à l'heure dans les éléments démographiques, on a une population moins favorisée. Donc, on peut penser que la fracture numérique joue son rôle dans ces éléments, c'est-à-dire l'accès à des outils numériques pour pouvoir assurer des téléconsultations. Peut-être, comme on a aussi une population médicale plus âgée, un recours peut-être moindre à la télémédecine par rapport à ces professionnels, ça peut être un élément qui veut aussi rentrer en ligne de compte. Voilà. Puis la délégation des tâches, là aussi, on voit que, par exemple, pour la vaccination antigrippale, dans le département, c'est moins effectué en officine, contrairement au national, puisqu'il y a 18% des vaccins qui sont faits en officine de pharmacie contre 25% au niveau national. Donc, on voit qu'il y a des éléments qui sont très particuliers à notre département en termes de recours à la délégation des actes ou à la télémédecine, donc qui sont des éléments assez importants à mettre en avant. Benoît Le Gallio, est-ce que dans les publics que vous côtoyez, est-ce qu'ils arrivent à accéder à ce type de solution, la téléconsultation, prendre rendez-vous chez son médecin par Internet? Est-ce que ça constitue aussi un frein pour leur permettre d'accéder à la santé? Il y a pas longtemps, là, j'ai lu dans le journal là, une étude qui a été faite sur l'accès aux moyens numériques et je lisais qu'il y a 20% de la population française qui reste gênée, voire plus, par les outils informatiques de manière globale. Alors, pour les plus pauvres, c'est pire, c'est-à-dire qu'il y a déjà la possibilité d'être formé à l'outil et puis, au-delà de ça, à disposer de l'outil. Même s'il y a dans certains cas, dans les centres sociaux, etc., des ordinateurs qui sont mis à disposition d'eux, l'accès est très compliqué, et très compliqué pour la santé, mais très compliqué pour la vie en général. Par exemple, on peut prendre d'autres exemples que celui du logiciel Doctolib. Pour les parents, il y a le logiciel le Pronote là, qui permet d'établir du lien entre les profs et les enfants, et ils ont aussi beaucoup de mal pour cela, quoi. Donc le problème est général, et bien sûr qu'il est amplifié pour les sujets de santé. Et on a une des participantes qui nous indique que la fracture numérique va s'accentuer avec la mise en place de Mon Espace Santé pour les populations fragiles. Tout à fait, ça c'est un élément. Alors c'est une chose qui est intéressante, Mon Espace Santé, puisque on a dans l'accès à la santé numérique eu plusieurs expériences. La dernière en date, c'était le DMP, le dossier médical partagé, donc qui est maintenant remplacé par Mon Espace Santé. Alors ça peut être, c'est un outil qui peut être intéressant pour collecter ces informations de santé, pour pouvoir les partager avec des professionnels de santé après sur le territoire. C'est vrai que pour les personnes qui seront en fracture numérique, c'est une vraie difficulté. Et je pense que là, il y a un vrai travail à mener autour de l'implantation de maisons de services au public, France Service, sur le territoire. On voit par exemple dans le Finistère, il y a des implantations plus importantes de ces maisons France Service Public, contrairement par rapport aux Côtes d'Armor. Donc, c'est des éléments qu'il va falloir prendre en compte pour l'accès, entre autres sur les territoires, on va dire, situés au sud de la Nationale 12, puisque ce sont des territoires où il y a plus de difficultés. Et donc, le fait d'accéder à une maison France Service Public, c'est permettre d'avoir une aide avec une personne qui va vous permettre de réaliser vos démarches administratives, c'est-à-dire faire une demande d'affiliation à la sécurité sociale, de vous faire affilier sur la complémentaire santé universelle. Voilà, donc tous ces éléments-là
qui peuvent permettre d'avoir un meilleur accès aux soins. Et donc, il va falloir qu'on essaye de développer ces services-là aussi sur notre territoire et pour essayer de réduire cette fracture. Vous avez… Pardon, allez-y. Si je peux me permettre un tout petit complément par rapport aux personnes qui sont les plus démunies, souvent elles sont un peu pas en confiance avec le corps médical. Elles ont souvent l'impression que le corps médical prend des décisions à leur place sans qu'elles comprennent bien les éléments. Elles ont souvent l'impression que le médecin qu'elles vont voir ne prend pas le temps pour leur expliquer les choses. Et il n'y a pas que la fracture numérique, il y a ce qu'il y a derrière, dans lequel elles n'ont pas l'impression d'être reconnues dignes de compréhension, en quelque sorte. Et oui, on imagine aussi que du côté des médecins, quand on est surchargé comme ils doivent l'être dans certains coins des Côtes-d'Armor, ça ne facilite pas de prendre le temps d'écouter les gens et d'expliquer les choses comme parfois il faudrait le faire. Donc on a mentionné depuis tout à l'heure pas mal d'explications pour expliquer pourquoi en Côtes-d'Armor c'est parfois difficile d'accéder à un médecin. Il y a des expérimentations qui existent. Vous avez été plusieurs à mentionner les CPTS notamment. Est-ce que vous avez connaissance de mise en place de CPTS ou de pôles maisons de santé dans certains territoires des Côtes-d'Armor? Fabrice, peut-être? Oui, ou Jean-Yves, s'il le souhaite. Il y a un CTPS qui s'est créé sur le pays d'Armor-Argoat. Donc, Jean-Yves a peut-être plus d'informations sur ce CTPS. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est un CPTS? Oui, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé. En fait, c'est des professionnels de santé qui s'assemblent pour faire une communauté et du coup permettre de faciliter l'accès aux soins et d'avoir une continuité, un vrai parcours de santé coordonné au sein de cette communauté. Donc, vous allez passer du médecin traitant vers le spécialiste ou vers des actes de paramédicaux, kinésithérapie, infirmières et autres professionnels. Jean-Yves Quéré, vous avez… Oui, connaissance? alors il y en a 123 en fait en Bretagne aujourd'hui. Dans les Côtes-d'Armor, on est le département le plus faible là-dessus. Sur l'autre problème, c'est vrai, mais on en discutera peut-être on y arrive à une solution parce que en fait, dans ces communautés-là, il y a aussi l'idée de développer l'action des autres professions de santé. C'est de faire, on retrouve le parcours de soins à ce niveau-là. Et c'est une des solutions les plus envisagées, mais on pourra peut-être en parler un peu plus loin. Mais tout ça se déroule dans un projet régional de santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à ce niveau-là que se déroulent ces fameux schémas. Et que donc, nous, au niveau du département, il y a aussi les espaces de santé qui existent aussi, prioritaires. Tout se base, en fait, si vous voulez, ça c'est du volontariat. La grande idée qu'avait défendue, je crois qu'il est dans le pacte aussi, c'était au lieu d'avoir un volontariat, ne pourrait-on pas passer pour une obligation au bout de quelques temps avec des incitations pour que tous les professionnels de santé s'inscrivent dans cette démarche qui aurait pour avantage de permettre par exemple à des infirmiers de faire certains actes, des sages-femmes sur le côté etc. Vous voyez un peu l'idée. Alors l'idée générale, c'est celle-là. C'est une proposition qui existe. On est dans une période qui est favorable aux propositions. Maintenant, attendons de voir, quoi. Alors, il y a un des participants qui nous indique le recours à, c'est un peu en décalé, mais je vous partage quand même, le recours à France Service manque totalement d'intimité. Il faut créer des médiations de confiance. Oui, alors ça, il faudrait quand même revenir un peu, parce que tout ce qui tourne autour de la santé aujourd'hui est géré donc au niveau national, c'est l'État. Après, il y a donc tous ceux qui font le soin, donc les professionnels du soin. Enfin, il y a les financeurs. La mutualité en est un. Donc, l'assurance maladie, les complémentaires. Et enfin, il y a tous ceux qui font le contrôle de tout ce dispositif. On retrouve à peu près la même disposition au niveau régional et départemental. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là-dessus,
sur ce genre de schéma. Si vous voulez, tout est basé pour tout ce qui sera installation. On en parlera tout à l'heure sans doute, de toutes les initiatives des collectivités territoriales. Fabrice en a parlé aussi d'ailleurs, de tout ce qui est aussi initiative éventuellement de médecins eux-mêmes hein, et de professionnels de santé. Tout tourne autour de ces fameux zonages. Il y a des cartes de zonage qui sont pour des schémas, si vous voulez, d'installation, hein, avec des zones prioritaires. Hein. Il faut savoir que les Côtes d'Armor, ce sont le secteur où il y a le plus de zones d'intervention prioritaire. Ensuite, il y a des zones d'accompagnement régional. Ce n'est pas les mêmes financements, tout ça. Hein. Les zones d'action complémentaire et enfin, les zones de vigilance. Voilà un peu comment c'est fait. Et après, c'est décliné, en fait, dans tous les dispositifs qui suivent et ça sert un peu de colonne vertébrale à tout ce qui existe, en sachant que pour des autres professions, que ce soit, par exemple, on vient d'approuver récemment l'ARS, je crois que c'est ce matin que c'est arrivé, la nouvelle carte des zones pour les dentistes. Hein. Oui. Donc, on voit, mais elle est impérative. C'est pareil pour les pharmacies, c'est pareil pour d'autres professions. La seule profession à laquelle chercher l'erreur au niveau peut-être politique générale, hein, avec le nombre de médecins qui sont dans les lobbies, la seule carte qui n'est pas impérative aujourd'hui pour l'installation, par exemple, c'est la médecine générale et les médecins. Les autres sont toutes impératifs, ce sont des schémas impératifs qui ont été négociés. Hein. On ne fait pas des oukases, la mutualité participe aussi à ces discussions, les autres organisations aussi de professionnels. Mais aujourd'hui, en France, c'est un tabou. C'est la liberté d'installation, c'est un tabou. Si on ne revient pas là-dessus, j'ai bien peur qu'on aura du mal à aller plus loin. Mais effectivement, il faut savoir que c'est ça. Je voulais juste dire un mot, ce qu'a dit Benoît tout à l'heure et puis Fabrice. On a fait au niveau du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie une enquête sur l'électronisme, comme on dit si bien, au niveau des personnes âgées. Hein. On arrivait entre 30 et 35% des gens qui sont complètement largués. Mais ce qui m'a surpris, c'est que j'ai vu d'autres chiffres qui naissent sur la jeunesse. Et autant la jeunesse est très, très forte sur tout ce qui est accès à l'image, téléphonie, etc. Mais j'étais surpris de voir que dans la jeunesse aussi, beaucoup de gens étaient électroniques, on va dire. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel il va falloir se pencher sérieusement. Au niveau du département, on travaille avec le département sur ce sujet-là par catégorie, mais je crois qu'on a un sacré défi là aussi. Hein. Donc, ça, c'est sur cet aspect-là. Je ne sais pas, par rapport à d'autres solutions, bon, moi, j'avais toujours pensé que cette histoire de liberté d'installation, il va falloir la revoir. Il faut aussi voir, sachez, peut-être une certaine clarté aussi, parce que vous savez combien de dispositifs d'aide il existe, par exemple, pour un médecin aujourd'hui en Bretagne, selon son zonage. On est autour, il y a entre les aides directes, les exonérations fiscales, les exonérations de charges sociales, on est entre 11 et 12. Ce qui fait que c'est un véritable, ça fait, je crois, bien l'affaire des fameux cabinets de recherche de médecins, là, qui sont très à la mode et bien, disons, aidés par les collectivités territoriales à ce niveau-là, parce que les gens paniquent. Hein. Il faut bien savoir que si on n'arrive pas à trouver une solution, on va vers la rupture du système de couverture des soins. Je crois que ça, il faut l'avoir. Donc, on dit qu'avec les mesures qui ont été prises, par exemple, sur la libéralisation de la formation, etc., la fin du numerus clausus, il faut attendre 2036 pour qu'on arrive à stabiliser l'affaire. Donc, vous voyez qu'on est encore loin de l'arrivée. Et enfin, là-dessus, si on arrivait même, parce qu'il y a le nombre de médecins, ça c'est sûr, il y a le nombre de spécialistes, Fabrice en a parlé, mais il y a aussi le nouveau mode de vie qui a changé complètement. Aujourd'hui, les médecins, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, dans le département, qui utilisent simplement l'intérim et le remplacement, parce qu'en fait, ils ont privilégié un système de vie et un système social. Donc, on rebondira là-dessus tout à l'heure peut-être, mais c'est aussi derrière ce qui explique qu'il va falloir, alors que ça a été un tabou, hein, rappelez-vous, pour ceux qui ont participé aux négociations avec les médecins, c'était un tabou. Aujourd'hui, le salariat va être peut-être une des solutions demain pour compléter et passer ce cap. On peut même dire que c'est déjà une solution presque pour certains éléments, puisque par exemple à Cinquay, à Portrieux, la commune a décidé de salarier des médecins. Et donc, il y a des médecins qui se trouvent satisfaits de cette situation. Alors, ce système-là de Cinquay, le maire étant médecin aussi, oui, ce système-là, on en a souvent discuté puisqu'on a l'avantage d'être voisins, n'est-ce pas?
Simplement, c'est vrai que c'est une initiative qui permet de couvrir. J'ai vu que, et c'est tout à leur honneur, le maire de Plouran s'associe à son tour pour couvrir Plouran. Moi, je crois qu'il va falloir réfléchir quand même à la cohérence de tout cela. Parce que, autant moi, je loue, et je suis tout à fait d'accord, et dans le Trégor aussi, il y a des initiatives à ce niveau-là. On peut s'interroger sur le côté pertinent avec l'Agence régionale de santé, avec aussi les agglomérations au travers les SIAS et les communes, de voir comment on peut couvrir tout le territoire sur ce genre de dossier. Parce qu'on assiste à des choses assez extraordinaires et ubuesques. Si vous avez aujourd'hui, Saint-Quay-Portrieux, ils ont leur cas de médecins, on va dire, salariés. Il y a une petite commune à côté, et moi, ça me remonte, et à la CFDT, on intervient sur ces dossiers-là aussi. Ça me remonte les refus tout est réservé uniquement aux paroissiens, on va dire. Donc, si on continue ce genre de maîtrise sans avoir une cohérence et un schéma de cohérence territoriale à travers l'ARS, mais aussi les départements et aussi les partenaires de la démocratie médicale, je crois qu'on va recréer des déserts médicaux. Et cette histoire de ne pas aller sur la liberté d'installation, j'avais entendu à la Caisse nationale de la mutualité sociale le professeur Grimaldi dire que cette liberté d'installation est le droit de créer des déserts médicaux en France. Et je pense qu'il va falloir revenir sur toutes ces choses-là, avec tous les dispositifs qu'on a indiqués. Et Fabrice l'a indiqué aussi, c'est le problème des tarifications, ce qui est le fameux secteur 2, là, où on peut être à la fois dans le 1 et dans le 3, si vous voulez, ad lib. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir voir si on peut laisser, par exemple, un secteur 3 perdurer dans des endroits d'autorité, hein, dans un secteur 3, dans un secteur où aujourd'hui, il n'y a pas de médecin, où il y a un désert médical. C'est des questions qu'on peut se poser sur ces choses-là, quoi. Et ça va être difficile, mais c'est aussi une responsabilité de l'État. Et c'est, par contre, sur le maillage, c'est notre responsabilité à tous dans le département des Côtes-d'Armor. Et je pense que là-dessus, on a un travail immense à faire. Bon, on pourra en discuter très longtemps, et peut-être il y a d'autres éléments ou d'autres personnes qui veulent en rajouter, que l'attractivité, le renforcement pour le département, ce qu'a fait appel à intérêt le département pourrait peut-être aussi, avec la région, coordonner certaines choses pour qu'on évite d'aller dans tous les sens et qu'on privilégie aussi là où il y a vraiment besoin de cette affaire-là. Aujourd'hui, mais on a souvent parlé des déserts ruraux, ce qui est vrai, hein, c'est très vrai. Là, Fabrice a parlé au-dessus de la 12 et en dessous de la 12, ce n'est pas nouveau ça. Mais il y a aussi si vous regardez la carte qui est sortie aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la carte de 2021 du zonage des médecins, vous apercevrez des curiosités assez étonnantes. Il y a des communes sur le littoral où aussi c'est un désert, des quartiers de Saint-Brieuc. Voilà, hein, donc vous voyez, on est devant un sacré chantier. Et si on ne reprend pas ça en main, j'ai comme l'impression qu'on va vers la rupture de l'égalité des soins. Et ça, pour moi, c'est un droit fondamental. Benoît l'a appelé pour les populations vulnérables, mais là, ce n'est plus des populations vulnérables. Selon certaines études de l'adresse, on parle de 30 à 35% des gens qui pourraient se retrouver non couverts si on ne fait rien. Et on a une participante qui nous indique réserver le cabinet aux habitants d'un canton avec un système de zonage par code postal n'est malheureusement pas limité aux médecins salariés. Et non. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais ils ont raison. Là, j'ai parlé de l'exemple de Saint-Quay puisqu'on vient d'en parler. Mais sur Saint-Brieuc, un médecin traitant, essayez, Fabrice l'a relevé. Moi, j'ai aussi été saisi par des gens qui viennent d'arriver sur Saint-Brieuc parce que vous savez, tant mieux, il y a un redémarrage économique aussi. Il y a des gens qui arrivent, une nouvelle population, et on ne peut que s'en féliciter. Mais aujourd'hui, ils ne trouvent pas de médecin traitant. C'est un refus total. Alors, ce qui était assez extraordinaire, c'est que là aussi, il y a un autre dossier sur lequel on n'a pas encore parlé, mais qui serait la permanence des soins. C'est quand même, autrefois, dans les fameuses conventions médicales qu'on négociait, il y avait des obligations de permanence de soins. Aujourd'hui, on n'en a pratiquement plus aucune. Ces maisons, on a fait des maisons de garde. Si vous allez à celle de Saint-Brieuc, vous pouvez attendre entre 3 et 5 heures. On va dire ça comme ça dans certains cas. Donc, et qui ne sont pas des médecins traitants, donc ils perdent aussi le bénéfice du médecin traitant. Il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement aussi à cette permanence des soins. Et ça demande, c'est toute une négociation à avoir dans le système médical, et avec cette obligation, évidemment, et d'avoir beaucoup plus de coordination pour l'installation des médecins eux-mêmes.
Alors justement, ça fait une transition avec la proposition qu'on voulait aborder juste après, numéro 20, garantir un accès à la santé et aux professionnels de santé. Ah, petit ajustement avec le diaporama. La voici. Juste pour préciser que dans la discussion, il y a Madame Laporte, qui est conseillère municipale de la ville de Saint-Brieuc, déléguée à la santé, qui dit que c'est des éléments qui sont en réflexion aussi au niveau de l'agglomération briochine sur le sujet de la santé. Voilà. Je voulais redonner cette précision-là. C'est un bon débat pour la compétence, par exemple, des SIAS sur les agglos, par rapport au problème on parlait de mettre en place des maisons de santé, des centres de santé. C'était un très bon débat. Il y a le Trégor qui travaille là-dessus, Saint-Brieuc, le SIAS de Saint-Brieuc, l'Oudéac aussi, il me semble, et Lamballe qui a un système un peu original. Tu en as parlé tout à l'heure, c'était le problème avec l'hôpital, par exemple. Eux ont créé un centre de santé, par exemple, adossé à l'hôpital. Il y a plein de solutions, il n'y en aura pas qu'une seule, mais il faut qu'on arrive à coordonner pour qu'on puisse couvrir l'ensemble du territoire. Il y a un autre système aussi qu'il faut qu'on développe, c'est le aller vers. C'est souvent, on en parle beaucoup. Voilà, mais ce qui est important, c'est ça. Et on a pu le voir au moment des éléments qu'on a consultés, nous, mutualistes. On a appelé nos plus anciens pour essayer de les aider à la prise en charge de leur vaccination Covid. Et on voyait qu'on avait des personnes âgées en très grande difficulté, en très grand isolement, parce que pas de mobilité géographique, donc personne pour les emmener vers un centre de vaccination, et des difficultés, alors par exemple pour des personnes en situation de handicap, pour pouvoir accéder à cette vaccination alors qu'ils l'auraient souhaité. Donc on voit, et puis d'aller faire que les professionnels de santé puissent aller vers ces publics qui sont en difficulté, publics on a évoqué les publics précaires, les publics les personnes en situation de handicap, les personnes en perte d'autonomie, pour qu'ils ne restent pas à côté de l'accès aux soins et de l'accès à la santé. Voilà, c'est vrai, il faut réinstaurer en fait une sorte d'obligation à la permanence des soins, et ça, c'est des discussions. Quand je vois des propositions qui sont faites ces temps-ci de revaloriser les honoraires là, sans contrepartie des médecins, je trouve ça me scandalise. Avant, il y avait l'obligation de la permanence des soins, alors il faut voir comment on l'organise, mais si on ne fait pas ça, en plus, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on a dit tout à l'heure que le fait qu'ils aillent chez les médecins, par exemple, se faire vacciner, alors que cette charge-là aurait pu être redéployée soit sur les pharmacies, infirmiers, etc., c'est aussi très, très significatif de notre département où le médecin traitant a une très bonne, on va dire, et l'entrée et la proximité. Donc, il faut qu'on conserve ce lien de proximité. Et ce lien de proximité ne passera pas par Doctolib ou par la télémédecine. Donc, il faut à tout prix réussir à garder ce lien de proximité qui est une richesse de notre territoire. Et ça, je crois qu'il faut qu'on travaille tous ensemble là-dessus. Il y a plein de propositions, mais il n'y en aura pas qu'unique. Mais je crois qu'il faut faire attention de ne pas aller dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à coordonner et qu'on laisse en déshérence des territoires entiers, quoi. On arrive à presque des paradoxes, puisqu'on a l'assurance maladie qui met en place des nouveaux systèmes en termes de prise en charge de soins. Je pense par exemple à la mise en place de la possibilité d'accéder pour les plus jeunes à une consultation en santé sexuelle, qui est prise en charge en totalité par l'assurance maladie. Pour les jeunes filles donc de l'âge de 12 ans à 25 ans, donc pour la contraception, pour la prévention de maladies liées à la sexualité, pour les jeunes garçons aussi, puisque souvent c'est un peu un tabou, mais si on n'a pas le réseau de personnel, de professionnels de santé pour assurer ces prises en charge nouvelles, c'est un petit peu dommage, quoi. Et il faut vraiment qu'il y ait une vraie coordination sur le département pour retisser et permettre un accès aux soins et aux professionnels de santé sur l'ensemble du territoire. Voilà, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure qui était une grande demande au niveau national des organisations, là aussi, c'était de rendre obligatoire, à plus ou moins à long terme avec une négociation, mais on parlait même de 2023 pour certains, l'inscription de chaque professionnel libéral dans un projet de CTPS. C'est-à-dire,
Après, l'horizon, ça se discute, mais il va falloir à tout prix qu'on arrive à redonner un sens collectif à cette affaire, parce que sinon, demain, on va aller vers la rupture de soins. Donc, voilà. Je vous propose que le temps passe. Je vous propose qu'on passe peut-être à une dernière des 60 propositions, 90 propositions du pacte du pouvoir de vivre qui concerne les personnes étrangères. Donc, je me tourne vers Benoît Le Gallio. Est-ce que dans les publics que vous côtoyez dans les Côtes-d'Armor, il y a aussi des personnes étrangères? Alors, il y en a quelques-unes, et puis en pensant aux Côtes-d'Armor, il y a une association qui fait un boulot formidable, qui est CAJMA, qui facilite l'accueil des jeunes mineurs. Voilà, donc pour l'accueil des personnes étrangères, oui, dans ce qu'on connaît, nous, il y a 3 cas de figure. Il y a de fait les mineurs qui peuvent bénéficier de l'assurance maladie. Il y a les personnes titulaires d'un titre de séjour en attente d'en obtenir un, car elles sont demandeuses d'asile. Donc, a priori, elles sont couvertes par l'assurance maladie. Mais ceci étant, la loi du 1er janvier 2020 a divisé par 2 la durée du maintien de leur assurance maladie au-delà de la date d'expiration de ce titre. Et puis après, il y a les sans-papiers. Donc là, c'est nettement plus compliqué, puisque sous certaines conditions, ils peuvent avoir droit à une aide médicale d'État, mais l'accès aux professionnels de santé est quand même très complexe. Merci. On peut aussi soulever, puisque c'est aussi une association qui fait partie du pacte de pouvoir de vivre des Côtes-d'Armor, la CIMAD, aussi, qui travaille en direction des personnes, là aussi pour les majeurs, pour les personnes qui sont étrangères et qui arrivent sur le territoire, et pour leur permettre d'avoir un accès aux soins aussi. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez mentionné rapidement tout à l'heure le sujet du vieillissement et d'une politique en faveur des personnes âgées? Peut-être qu'on peut venir 5 minutes sur cette proposition. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Je veux juste redire une chose qu'on avait évoquée en le préparant et puis qu'on n'a pas évoqué là aujourd'hui. C'est aussi mais ça sera évoqué dans une autre réunion, un autre webinaire ou une autre réunion en présentiel. Je ne me souviens plus si c'est en présentiel ou en webinaire. C'est le non-recours au droit. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de personnes qui ont des droits d'accès à la santé qui en fait, confrontées à des difficultés, à un manque d'aide, ne font pas valoir leurs droits. Donc, par exemple, en termes de couverture maladie universelle, en termes, voilà, et qui donc, du coup, se privent d'un accès aux soins pris en charge en totalité. Et donc, ça, c'est des éléments qui sont importants, sur lesquels il faut qu'on travaille tous, les uns comme les autres, pour permettre à ces personnes d'accéder à leurs droits. Sur la politique publique du grand âge, la perte d'autonomie, on vient de sortir, enfin, on n'est pas sorti, pardon, on est dans une temporalité quand même avec la Covid ou le Covid, comme vous voulez, avec tout ce qui s'est passé à ce niveau-là et avec la sensibilité des personnes âgées. Il y a autre chose, c'est qu'il faut quand même, le défi qui nous attend, nous, dans le département, Fabrice l'a souligné tout à l'heure, sur les 34% qui ont plus de 60 ans, mais il faut quand même avoir qu'aujourd'hui, 11% déjà de ces gens-là ont plus de 75 ans. Et en 2050, c'est pratiquement 20% qui auront plus de 75 ans dans le département des Côtes-d'Armor. C'est donc un défi qui nous attend. Si j'ai bien peur, et on était plusieurs organisations à être assez rentrées en discussion avec l'État et enfin avec le gouvernement pour la loi Grand Âge, qui est une demande de tous les partenaires du pacte, en ne le faisant pas et en faisant que quelques mesures cosmétiques dans la loi de finances de la sécurité sociale qui a été votée récemment, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Si on ne sort pas de cette affaire-là, on sait très bien que malheureusement, on coûte le plus, c'est dans la fin de vie, malheureusement, et dans l'hébergement. Si on ne va pas vers une loi qui reprend en compte tout ce secteur-là et parce qu'on a créé le fameux risque, on l'a créé théoriquement, mais sans moyens. Et donc, se reposera derrière à la fois cette loi et à la fois
le problème de son financement et un débat aussi autour de la fiscalité et des cotisations sociales sur cet aspect-là, parce que utiliser le terme charge sociale, franchement, ça me gonfle, hein. Je préfère, et de loin, qu'on parle de cotisation sociale. Une cotisation, c'est aussi ouvrir un droit. Donc, voilà, moi, je pense que on est en train de perdre du temps. Ça va être un débat, j'espère, mais maintenant, on voit que les débats qui sont là sont tellement superficiels à cette heure-ci, hein, sur le débat présidentiel et plus tard les législatives. Eh ben, je pense que c'est un débat quand même qu'il va falloir avoir. Pour nous, c'est un enjeu de société. Et pour notre département, je pense que c'est peut-être le plus solide. Et en plus, derrière, on a eu les récents événements de Orpea, je ne sais plus comment s'appelle l'autre, Coriandre, là, en sachant que dans le département aussi, il y avait des établissements sur lesquels lorgnaient ces groupes. Donc, moi, je crois qu'on se posera la question aujourd'hui d'avoir un secteur lucratif dans ces domaines-là, et aussi le domaine on a déshabillé les ARS pour tout ce qui est contrôle de ces structures. Aujourd'hui, je crois qu'il va falloir qu'on redébatte de tout ça, et on pourrait le faire dans une loi grand âge ou loi autonomie, on peut l'appeler comme on veut, hein, avec son financement pérenne et autonome. Si on ne va pas vers là, je pense qu'on va vers une catastrophe. Et nous, on est le département certainement le plus touché au niveau, enfin le plus sensibilisé, on va dire, au niveau de la région Bretagne actuellement. Alors, pour aller dans le sens de ce que Jean-Yves dit, hier, hein, dans le journal du dimanche, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, et Éric Chenu, le président de la Mutualité française, ont pris une position pour que le report systématique de la grande loi autonomie ne soit plus possible, et donc qu'on prenne en charge vraiment ces éléments-là de manière rapide et concertée. Voilà. Exactement. Alors, je vous propose peut-être qu'on prenne quelques réactions des participants là, qui nous écrivent pour les minutes qui nous restent. On a Brigitte Lecornet qui nous dit vous parlez du risque de rupture de soins. Comment est-il officiellement constaté, puisque c'est déjà une réalité pour beaucoup de cost-armoricains, et quels moyens d'urgence pour y remédier? Alors, moi, je veux bien répondre à une partie. Simplement, c'est vrai que toutes les solutions qu'on a parlé là, il y a quelques minutes, la seule solution aujourd'hui pour cette rupture de soins, c'est qu'on arrive à mobiliser tout ce qui est collectivité territoriale, l'État et les communes, et de voir un peu comment on peut mettre en place dans certains secteurs carrément des appels à projets et non plus à intérêt, hein, pour voir si on ne peut pas monter aujourd'hui des structures dans ces secteurs-là, parce qu'on va vers cette affaire. Je sais qu'il y a 13% aujourd'hui. Oui, la rupture de soins, on peut considérer que les 13% sans médecin traitant, c'est une rupture de soins. Et alors, il y a un autre participant qui nous indique: est-il normal que l'on refile la patate chaude aux collectivités locales d'un point de vue financier, alors que c'est avant tout de la compétence de l'État? Là, je suis d'accord aussi. Sur tout ce qui relève de la liberté d'installation et toutes les mesures que je vous disais tout à l'heure, ça relève de l'État. Et l'État aujourd'hui… mais l'État, c'est pas, quand je dis l'État, c'est même pas d'aujourd'hui, hein, c'est le problème du lobby médical en France. Moi, j'y peux rien. Regardez la composition de l'Assemblée nationale et regardez l'influence de certains là-dedans. Moi, je pense qu'effectivement, c'est à ce niveau-là, c'est effectivement à l'État. Maintenant, il y a des choix budgétaires qui sont faits. On a pendant longtemps sur l'ambulatoire, l'hospitalier, etc., on a fait des beaux schémas partout, mais on a aussi beaucoup fait des ratios financiers. Et dans tout ce qui est aujourd'hui ratio financier, je crois qu'il va falloir aussi réfléchir de quitter, c'était ce qu'on parlait tout à l'heure pour les actes, là, la cotisation, enfin la facturation à l'acte, à passer aussi à des forfaits, par exemple, autour des obligations de santé. Je crois qu'il va falloir réfléchir à tout ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui, la mutualité aussi a fait pendant longtemps des propositions dans ce domaine, la CFDT aussi et bien d'autres, hein, je crois, et les syndicats de médecins comme MG France. Il y a des choses, il y a des propositions, mais il va falloir les mettre en œuvre. Pour l'instant, on ne le faisait pas. Pourquoi? Je pense, c'est surtout sur des raisons budgétaires. Et la Cour des comptes dit qu'on va vers la dérive, hein, de tous les… Je vous parlais des 11 systèmes d'aide qui existent là. Sachez que c'est entre 150 et 150 000 euros à peu près la nature des aides, hein, donc ce n'est pas neutre, hein, avec des aides directes aux médecins, mais aussi des aides pour employer du personnel, l'équipement, enfin, etc., sans penser aux collectivités territoriales en matière de logement des médecins. Donc, voilà, on en est là. Mais je crois qu'on peut réussir à s'en sortir à condition qu'il faut que tout le monde sorte un peu de cette logique budgétaire et qu'on décide
qu'il y a des priorités dans ce pays sur certains secteurs. Voilà. Alors, Tout en évitant la gabegie quand même, hein, donc il faut savoir. Il y a un intervenant, enfin un participant qui nous indique autre sujet, les problèmes de santé par le manque d'attention à notre environnement et pour cause, hein, parmi les propositions du pacte du pouvoir de vivre, il y en a plusieurs qui portent sur l'environnement. Il mentionne ce monsieur la voiture, les algues vertes, les pesticides liés à l'agriculture intensive, mais aussi le manque de confort lié à l'habitat thermique, acoustique. Là, ça fait le lien avec ce que disait Benoît Le Gallio tout à l'heure. Le logement est en effet un déterminant de santé. Et on est au début de la découverte de ça. Oui. Benoît ? On a beaucoup de chantiers de travail après les présidentielles. Une fois que voilà, on est en période de présidentielle, donc on sait qu'on est sur des propositions qui sont en train de se faire. Voilà, la thématique de la santé est un élément à faire prendre en compte, qui est peut-être souvent pas dans les priorités des candidats. Bon, il faut savoir que la Mutualité française organise un grand oral le 1er mars, donc il sera public, hein, il sera visible de tout un chacun des candidats à la présidentielle. Donc le 1er mars, c'est quelque chose que vous pourrez avoir accès de manière numérique aussi, hein, pour connaître. Et puis vous avez déjà sur le site de la Mutualité des décryptages des propositions des candidats. Merci à tous les trois pour tous ces éclairages sur ce sujet vaste qu'on aurait pu encore développer, mais ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Je vous propose qu'on conclue ces échanges peut-être par un rappel des prochaines réunions organisées dans le cadre des présidentielles par les différents collectifs du pacte du pouvoir de vivre. Est-ce que peut-être on peut revoir la slide qui rappelle les prochaines dates ? Voilà, donc le 3 mars en webinaire. Le 3 mars en webinaire, des contrats qui respectent les travailleurs, est-ce trop demandé. Le 9 mars à Lannion, donc en présentiel, sur le pouvoir de bien se nourrir et l'agroécologie. Le 10 mars, mes droits sociaux plus qu'un droit indu. Et courant mars, un webinaire sur le chômage de longue durée avec territoire zéro chômeur de longue durée de Saint-Brieuc. Donc, vous pourrez avoir plus d'informations et vous inscrire en contactant Jean-Paul Rouxel. Vous avez l'adresse email qui s'affiche là. Le webinaire de ce soir, on va le proposer en replay sur le site de la Mutualité française Bretagne dans les jours qui viennent. Et on pourra renvoyer un mail aux participants pour leur renvoyer le lien. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Merci à tous pour votre participation. Je vois qu'on n'a pas perdu beaucoup de monde en cours de route. J'espère que c'était bon signe. Je vous souhaite une bonne soirée et puis encore un grand merci à vous trois. À bientôt. Merci. Au revoir. Soirée Au revoir, à merci. tous.